Bienvenue dans Entre quatre planches, l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aujourd'hui, nous recevons Céline de Roigny pour son 3e roman, À corps perdu, paru aux éditions Presse de la Cité. Les homicides font toujours émerger les vieux secrets qui auraient pu rester cachés, écrit Céline de Roigny. Elle en donne effroyablement la preuve dans ce thriller engagé, impossible à lâcher. Suivez sans hésiter Céleste Ibard dans cette nouvelle enquête. Certains excités continuent de la surnommer la flic tueuse ou la bouchère du 9-3, alors qu'elle a été blanchie pour le meurtre qu'elle n'a commis que pour sauver sa peau. Lorsqu'elle reprend du service à la PJ de Nantes, où elle a déménagé, avec femme et enfants, après 3 ans de mise à pied, elle est loin de se douter qu'elle va de nouveau basculer dans l'horreur. Le jeune Augustin Copera, retrouvé mort noyé à 15 ans, est-il l'amoureux tranquille, le footballeur promis un brillant avenir à la Mbappé que décrit ses parents? Ou bien un cyberharceleur sans cœur qui cache bien son jeu? Ce n'est là qu'un des mystères que Céleste Ibard va devoir résoudre pour que jaillisse la vérité. Pour y parvenir, elle peut compter sur son bras droit, Itri Maxen. La question qu'il pose n'en finira pas de vous hanter. Est-ce que tous les gamins mentent à leurs parents? Mais je ne vous en dis pas plus. La suite de ce polar glaçant, c'est Céline de Roigny qui va vous la raconter. Allons la chercher. Bonjour Céline de Roigny. Bienvenue dans Entre quatre planches. Merci de m'avoir invitée. C'est l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Vous me suivez? J'espère que je vais y survivre. Bah oui, j'espère, bien sûr, moi aussi. Au début de À corps perdu, Tomek, qui est le père de l'adolescent retrouvé mort, il explore sa mémoire à la recherche d'un squelette abandonné dans un placard. Je me suis dit que si vous ne vouliez pas affronter de squelette, eh bien, c'était le moment ou jamais de faire demi-tour. Je crois que je vais continuer. Ah bah avec plaisir. Allez, venez. Allez, venez Céline, installez-vous. Prenez place sur notre cercueil d'entre quatre planches. On va pouvoir déposer nos petites lumières. Je me suis demandé en préparant cette émission si vous aviez une idée du nombre de personnages que vous aviez tués depuis la parution de votre premier roman, Les Beaux Mensonges. C'était en 2021. Pas beaucoup. Une toute petite quinzaine, simplement parce que j'ai eu un tueur en série au deuxième roman. Sinon, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais peut-être que pas beaucoup, c'est déjà trop. Non, pour des amateurs de polar, c'est jamais trop. Diriez-vous, Céline, qu'en 3 romans, vous avez acquis une certaine expérience de l'assassinat ou que cela vous coûte toujours autant de tuer vos personnages? Alors, ça me coûte pas tellement de les tuer, en fait. Non? Oui, je pense que je passe beaucoup moins de temps à trouver comment les tuer et je passe beaucoup moins de temps sur les recherches concrètes. Savoir comment les tuer, quels sont les effets des poisons, etc. Vous avez l'assassinat facile, quoi. De plus en plus. Y a-t-il eu un personnage que vous avez eu plus particulièrement de la peine à voir mourir? Oui, je pense à un personnage particulier de Si Bonne Mère, oui. Où vraiment, je crois que tout le monde a eu beaucoup de peine à la voir partir. C'est un personnage central et solaire, c'était très difficile. J'ai aussi particulièrement eu de la peine pour Augustin, c'est un très jeune garçon. Augustin, c'est le personnage qui meurt dans À corps perdu, au début du roman. Alors évidemment, pas question de divulgacher l'intrigue, Céline, mais je trouve qu'il faut qu'on précise, et c'est la spécificité de votre livre, c'est qu'en fait, dans ce roman, les victimes sont toutes des enfants. J'ai voulu me centrer sur les violences subies par les adolescents, commises par les adolescents et subies par les adolescents. Donc oui, les victimes sont des enfants. Vous dites dans les remerciements que c'est avec une certaine tristesse pour ces destins brisés, évidemment, que vous avez écrit. C'est terrible, ils sont fauchés au tout début de leur vie, ils n'ont pas eu le temps de devenir qui ils sont. Donc oui, je trouve que c'est épouvantable, ça a été difficile, effectivement. Est-ce que ça veut dire pour vous, Céline, que écrire, c'est aussi souffrir avec vos personnages? D'une certaine manière, oui, c'est souffrir avec mes personnages. Quand j'écris, je suis dans une bulle. Parfois, je ressors et j'ai l'impression de... Voilà, j'ouvre une porte sur un autre monde. C'est comme si je sortais d'une cave. Et puis tout d'un coup, enfin, c'est la vie réelle. La vie réelle n'est pas celle que j'écris. Heureusement. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Est-ce que votre mort à vous, Céline, vous y pensez souvent?
Alors oui, j'y pense. Vous m'auriez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit non. J'étais dans cette espèce d'inconscience. Mais j'ai eu un cancer du sein, donc forcément j'ai été confrontée à ma propre mort, puisque aujourd'hui j'ai une chance de survie à 5 ans, à 10 ans, avec des statistiques. Donc oui, j'y pense fréquemment. Et elle vous effraie? Oui, elle m'effraie parce que j'ai envie de continuer à participer à la fête. Encore longtemps. Ben oui, bien sûr, on vous le souhaite. Et vous avez plein de livres à écrire. Oui. Est-ce que vous avez déjà pris vos dispositions? Alors non, pas vraiment. Je voudrais être incinérée. Et voilà, mon mari est au courant, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà pris place dans un cercueil? Non, jamais. Est-ce que vous accepteriez d'ouvrir celui-ci avec moi? Seulement pour vous. Ah, merci beaucoup. Alors allons-y. Attention, votre dos. Voilà. Eh bien, Céline, je vous en prie, prenez place dans ce cercueil. Je crois que vous êtes la première invitée à mettre des escarpins pour vous glisser dans notre cercueil. Merci beaucoup. C'est étonnant parce que c'est très pratique pourtant. Ça y est, vous êtes bien installée? Voilà, ça y est. Eh bien, l'heure de notre interview mortelle a sonné. Vous êtes prête? Vous arrive-t-il souvent, Céline, de faire la morte? Je veux dire, de ne plus donner de nouvelles? Non, ça m'arrive pas. Ou alors simplement parce que je suis contrainte à cause d'un manque de temps. Mais sinon, non, je ne fais pas la morte. Que faites-vous pour tuer le temps? Alors si seulement je réussissais à le rattraper, mais je passe mon temps à courir après. Donc je ne peux pas le tuer. Je n'ai jamais réussi à le rattraper. Ça fait bien au moins une chose qu'un auteur, une autrice de polar ne peut pas tuer. Voilà. Qu'est-ce qui pour vous est une question de vie ou de mort? Eh bien, pas grand-chose en réalité. Quand vous sentez-vous la mort dans l'âme? Jamais. Quand vous dites-vous, Céline, qu'il n'y a pas mort d'homme, puisque cette expression n'existe qu'au masculin? Toujours. Rien n'est vraiment grave. J'ai appris à relativiser. Il m'est arrivé suffisamment de choses terribles dans la vie pour que rien ne m'atteigne vraiment. Qu'est-ce qui vous refroidit le plus dans la vie? Peut-être la bêtise des gens ou la mauvaise foi. Je supporte pas la mauvaise foi. Ça me démunit. Je ne peux pas lutter contre ça. Comment faites-vous, Céline, pour rompre un silence de mort? Alors en règle générale, si le silence s'est installé avec moi, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est pas moi qui vais rompre le silence. Quel est votre cadavre dans le placard? Je tricote. Et j'adore ça. C'est un cadavre, ça, tricot? Oui, c'est un cadavre, oui. Je suis une auteure de polar, je suis censée être une badass, mais je tricote. Qu'est-ce qui vous fait mourir de rire, Céline, dans la vie? L'humour vraiment acide. J'adore l'humour acide. Je crois que je suis une enfant de Charlie et Harakiri. Quand on appuie là où ça fait mal et que c'est quand même drôle, mais qu'on a mauvaise conscience de rire. Qu'est-ce qui pourrait signer votre arrêt de mort? L'immobilité. Je suis un peu comme un requin. Moi, si j'avance pas, je meurs. Il faut toujours que j'ai un projet devant moi, que j'ai des perspectives. Et enfin, pour vous, quelle est la phrase qui tue? À jamais. Eh bien, je crois que c'est une bonne réplique pour sortir de ce cercueil, parce qu'on ne va pas y passer toute la vie. J'étais bien, moi. Vous étiez bien, c'est vrai, en escarpin. Eh bien, merci beaucoup, Céline, d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Si vous le voulez bien, Céline, j'aimerais que nous évoquions ensemble la genèse de votre roman. Vous avez une très jolie formule dans les remerciements de Accords perdus. Vous dites qu'il plonge ses racines dans le sol gelé de la réalité. Et puis vous évoquez une terrible enquête du journal Le Monde qui m'avait glacée, moi aussi, quand je l'avais lu en 2023. Comment ce roman a-t-il germé en vous? En réalité, il est antérieur à cette enquête de Lorraine Fouché, une excellente enquête au demeurant. J'habite en Australie, à Brisbane, et j'ai rencontré une capitaine de police française qui travaille aujourd'hui comme analyste pour la police du Queensland, dans un des plus gros centres mondiaux de lutte contre l'exploitation des enfants. Et elle m'avait expliqué tout son travail qui consiste, à partir de simples photos d'enfants abusés, à chercher des indices qui permettraient de remonter jusqu'aux enfants ou de remonter jusqu'aux auteurs de ces sévices. Et j'ai été fascinée par son travail. J'ai surtout développé une énorme admiration pour ces policiers qui, tous les jours, regardent des horreurs absolues dont on n'a même pas idée, Heureusement, et qui réussissent à sauver des enfants. Je me suis dit, Céline, en préparant cette émission, qu'au fond, votre roman pouvait se lire comme un thriller engagé, puisque vous mettez vos pas dans ceux de cyberharceleurs et de pédocriminels dont vous venez justement de parler, sans pour autant jamais verser dans le voyeurisme ou dans la violence gratuite. Est-ce que pour vous, écrire, c'est aussi dénoncer?
Absolument. J'ai besoin de plusieurs niveaux d'écriture. Pour moi, c'est important que les romans policiers aient du sens. Je m'inscris vraiment dans la tradition du polar engagé, développé notamment par les auteurs nordiques. Je cherche à dénoncer des problèmes de société, des problèmes qui sont souvent spécifiques à une société. Par exemple, mes romans ne pourraient pas avoir lieu en Australie. L'Australie a des problèmes sociaux qui ne sont pas les problèmes français. Donc, c'est important, oui, pour moi, de pouvoir donner du sens. L'originalité et le charme de vos 3 romans, Céline, reposent, je trouve, en grande partie sur la formidable commandante de police que vous mettez en scène. Elle s'appelle Céleste Ibard, mais ça, c'est la contraction de son nom. Son nom entier est absolument impossible à prononcer, alors je vais vous laisser la nommer. Il est très facile à prononcer, c'est Ibarben Goetcher. Très facile. Céleste Ibard, elle est forte, intelligente, courageuse. Elle est amoureuse d'une femme avec qui elle a eu 2 enfants. Elle ne pense pas que le foot soit réservé aux garçons. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'elle ne manque jamais une occasion de dégommer les clichés machistes. Au fond, Céline, vous respectez les codes du polar, tout en les féminisant. Est-ce que ce choix s'est imposé à vous d'emblée ? Absolument, c'était délibéré. Je voulais absolument sortir des vieux schémas du flic désabusé, alcoolique, divorcé, qui ne peut pas voir son enfant parce que son enfant le déteste, etc. C'était important pour moi aussi de le placer dans la vie réelle. Et dans la vie réelle, il n'y a pas simplement des couples hétérosexuels, il y a aussi des couples homosexuels. Alors on n'en fait pas une grande histoire, c'est simplement comme ça. Elle est mariée avec une femme, elle a des doutes aussi, c'est une femme qui est forte, qui se relève toujours, mais c'est aussi une femme qui a des doutes. Et c'était important pour moi de mettre en scène une femme, une enquêtrice, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de policières et je trouve qu'on ne leur rend pas vraiment justice. Eh bien, vous le faites. Merci. Parfait. Céleste n'a de cesse de lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis il y a aussi Amélia qui est engagée auprès des colleuses. Est-ce qu'avec ce 3e roman, Céline, il s'agissait pour vous de montrer que féminisme et polar peuvent faire bon ménage ? Oui, absolument. C'était aussi l'occasion de montrer que le féminisme, c'est avant tout un humanisme. L'idée, c'est que les femmes et les hommes soient traités de manière équivalente, que chacun ait sa place, que chacun trouve une place, quelle qu'elle soit. Et c'est bien de le rappeler dans un polar. Et c'est bien de le rappeler dans un polar. Votre roman se compose de 6 parties. Il se déroule très précisément entre le 23 et le 28 octobre, avec un retour ultime dans le passé. Pourquoi est-ce que c'était si important de resserrer ainsi l'action sur 5 jours ? Alors c'est l'entorse que je m'autorise avec la réalité. D'une manière générale, j'essaye vraiment de coller à la réalité. Les enquêtes policières ne durent jamais aussi peu de temps. Ils adoreraient remarquer. Oui, ils adoreraient probablement. Ça répond à 2 exigences. La première exigence, c'est de donner du rythme. Il faut que l'enquête avance et qu'elle avance à un rythme assez soutenu. La réalité des avancées scientifiques, c'est le fait qu'il y a beaucoup de preuves qui peuvent arriver très rapidement et qui tueraient tout l'intérêt de l'enquête. Après, il vaut mieux prendre un peu son temps quand même. Il vaut mieux prendre son temps. Vous citez en exergue de À corps perdu, Céline, une écrivaine qu'on aime et qu'on admire autant toutes les deux. Il s'agit de Marguerite Duras. On n'a pas du tout l'habitude de la retrouver, Marguerite Duras, dans les polars. Auriez-vous, Céline, la gentillesse de bien vouloir nous lire cet exergue extrait de La douleur ? Bien volontiers. Alors, le voici. Des bras serrés autour de soi, ça soulage. On pourrait presque croire que ça va mieux quelquefois. Une minute d'air respirable. Est-ce que pour vous, écrire, c'est aussi une manière d'essayer de rendre l'air respirable ? Oui, c'est une façon de tenir à distance les ombres. C'est une bien jolie réponse. Le titre À corps perdu, Céline, peut s'entendre de plusieurs façons. C'est sans doute sa polysémie qui vous a séduite. Pourriez-vous nous l'expliquer sans rien divulgacher, bien sûr ? Alors sans rien divulguer, ça va être difficile. Chacun des adolescents vit à sa façon, à corps perdu. Dernière question, Céline. Si vous pouviez emporter un polar, un thriller dans l'au-delà, ce serait lequel ? Un seul, c'est très difficile. Très difficile. Je suis certaine que j'emporterais un roman d'une de mes consoeurs, des Louves du Polar. Alors c'est qui les Louves du Polar ? Expliquez-nous. Alors les Louves du Polar, c'est un collectif que nous avons créé avec plusieurs collègues autrices il y a quelques années, parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes auteurs de polar étaient, en France, c'est très spécifique à la France, étaient assez déconsidérées, et que dans les salons, souvent, on nous demandait comment est-ce qu'on pouvait écrire des horreurs, parce qu'on était tellement charmantes. Alors qu'on ne pose pas cette question aux hommes. Alors qu'on ne pose pas cette question aux hommes, et je crois que tout le monde nous soupçonne d'écrire du polar un petit peu à l'eau de rose. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Vous choisiriez quel roman alors ? Je crois que je choisirais le dernier Céline Dangean, Châtiment. C'est vraiment une tuerie.
Très bien, alors on va suivre votre conseil. Un petit mot, Céline, pour clore cette interview mortelle. Merci. Céline, avant de nous quitter, accepteriez-vous de signer notre registre du souvenir pour clore cette émission? Bien sûr. Merci beaucoup.